Cécile, tu as l'énorme responsabilité de représenter plus de la moitié de l'humanité. Là, ça pression. Tant que tu me demandes pas mon âge, tout va bien. Ah non, non, non. Tu fais partie des jeunes militants mutualistes, militants de l'économie sociale. Soit dit en passant, donc plus de la moitié de l'humanité, mais à peu près environ 0,3% des postes féminins dans l'économie sociale. J'exagère un tout petit peu, mais voilà, la place des femmes. Tu représentes un collectif, Femmes ESS. Avant de nous le présenter en détail, juste peut-être préciser aussi, toi, tu as un regard aussi lié à ton métier qui est intéressant, hein, c'est-à-dire la double casquette militante et professionnelle. Cécile, à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'où je parle, effectivement, donc moi, à titre professionnel, je suis consultante et formatrice dans l'économie sociale et solidaire. Donc, je fais un métier où j'ai l'avantage de traîner dans différents garages et d'essayer d'aller regarder ce qui se passe et de faire un peu de fertilisation croisée. Et évidemment, mon sujet d'intervention, la gestion des personnes, m'amène à voir des choses intéressantes en matière de diversité et de place à tous. Donc j'aimerais bien vous parler un peu plus que de parité, parce que je crois que c'est un peu le petit bout de la lorgnette sur les questions de la place des femmes et des hommes, même si c'est un bout de la lorgnette qui est important, hein, mais pas exclusif. Et puisque Olivier t'a ouvert sur la question de l'innovation, moi je pense qu'il y a des enjeux d'innovation à faire la place à tout le monde. Voilà. Alors le collectif femmes, hein, donc qui n'est pas représenté que par moi dans cette salle, et puis j'ai pas de titre parce que nous sommes avant tout un collectif informel. Donc je ne suis pas présidente parce qu'il n'y a pas de présidente et qu'on n'y tient pas non plus. Donc je vais vous parler de notre expérience, mais en m'exprimant également en mon nom personnel. C'est un collectif qui n'a pas une histoire centenaire, à la différence des organisations qui se sont présentées auparavant, puisqu'il a été créé en 2011. Pour la petite histoire, en préparant les États généraux, un certain nombre d'entre nous se sont aperçus qu'il n'y avait pas beaucoup, voire pas du tout, de femmes à la tribune des États généraux de l'ESS. Ceux de juin 2011, les premiers, je crois. Et donc, on a posé la question. Et on nous a répondu, on voulait en mettre, mais on n'en a pas trouvé. Alors ça, on a trouvé que c'était pas de chance. Et ça nous a donné envie de bouger, parce que tu voulais des stats, Guillaume. Moi, les stats, vous les connaissez sans doute aussi bien que moi. Dans l'ESS, il y a 2/3 de femmes du côté des salariés. Alors après, il se passe un petit peu la même chose qu'avec les jeunes. Il y a de la perte en ligne, hein, quand on monte dans la pyramide des organisations, puisque de ces 2/3 de femmes, vous n'avez plus que 54% de femmes cadres. Je n'ai pas de statistiques au niveau des équipes de direction, mais je veux bien faire de la statistique sauvage en ligne. Je ne sais pas si vous êtes 100, s'il y a une base représentative dans la salle, mais je vous invite à lever la main si l'équipe de direction de l'organisation à laquelle vous appartenez est à peu près paritaire. Alors, je vois un peu moins de 10 mains levées. Sur quoi vous êtes? Il y a combien de personnes dans la salle? 80? 80 à peu près. Ok. On réfléchit à vos instances de gouvernance, vos CA. Qui a un CA paritaire? Un petit peu moins de mains en l'air. C'est à l'image des statistiques, hein. Ça confirme bien effectivement ce que Viviane Tchernonog a très bien mis en évidence, ce que Muriel Tabarias a très bien mis en évidence. Par exemple, je trouvais un chiffre sur les présidents d'associations. 1/3 sont des femmes. Mais si on prend les grosses associations, c'est-à-dire les associations qui emploient 50 personnes ou plus, elles sont plus que 17%. Voilà. Donc quelques éléments. Et probablement dans certains secteurs d'activité. Tout à fait. Hein. Les études, notamment les études de l'Observatoire du CNCRES, nous montrent que la place des femmes, elle est cantonnée d'une façon verticale et également cantonnée d'une façon horizontale. Hein. Je crois qu'il y a un mot pour dire ça. Hein. Il y a le plafond de verre que l'on connaît, mais il y a aussi les murs de verre. Et c'est très notoire dans l'économie sociale. C'est notoire aussi sur les conditions d'emploi. Les femmes dans l'ESS, elles sont plus souvent dans l'aide à domicile que dans la mutualité. Et elles y sont aussi avec des caractéristiques d'emploi, hein, le type de contrat, le temps partiel, même si les statistiques ne nous permettent pas de savoir s'il est choisi ou subi, mais qui sont prépondérantes, hein, donc qui nous posent question également.
Voilà, donc voilà un peu les constats qui nous ont amenés à nous réunir. Et dans ce collectif, on a essayé de faire ce que vous disiez à l'instant et qui nous plaît bien aussi, c'est-à-dire de faire se parler les familles de l'ESS. Donc nous sommes les unes ou les autres engagées dans les différentes familles de l'ESS, à titre salarié, à titre militant, à titre de chercheurs et d'observatrices de ce qui s'y passe. Nous y avons aussi toutes les générations et c'est un grand plaisir de militer avec des femmes alors je ne vais pas donner la pyramide des âges, mais dans la vingtaine jusqu'à comment on dit en belge, la septantaine. Voilà, ça nous apporte beaucoup. On y trouve beaucoup de plaisir. Alors notre ambition, tout simplement, c'est de pouvoir travailler à 3 niveaux. Le niveau personnel, le niveau de nos environnements, professionnels à chacune, et puis le niveau de la société. Au niveau personnel, pour renforcer, on a parlé d'empowerment tout à l'heure, un mot qui nous parle bien et qui n'a pas de jolie traduction en français, donc on dirait renforcer la capacité d'action de chacune de nous soutenir aussi mutuellement, ça sert à ça aussi, les collectifs, pour faire bouger les questions d'égalité là où nous sommes. Un niveau organisationnel, en essayant de recenser, de diffuser les bonnes pratiques que l'on voit, ici ou là. Mais il y a des réseaux de femmes dans les entreprises qui font la preuve de leur intérêt. Il y a des initiatives qui sont faites en matière de conciliation des temps professionnels, des temps personnels. Voilà, donc diffuser, faire connaître ces bonnes pratiques. Et puis un niveau sociétal. Et c'est vrai qu'on a été amené notamment à rencontrer les cabinets Hamon, le cabinet Vallaud-Belkacem, pour donner des petites idées dans l'élaboration des projets de loi qui sont sortis. Je ne vous dis pas qu'on a remporté de grandes victoires. Malheureusement, on a essayé notamment de faire des propositions autour de la parité, puisque vous savez que légalement, les sociétés cotées sont tenues d'avoir des conseils d'administration paritaires. On s'est dit, tiens, pourquoi pas les sociétés de l'ESS aussi finalement. Et là, figurez-vous qu'il y a un hic, c'est que ça semblerait être contraire à la liberté d'association, la parité. C'est pas de chance. Voilà. Donc, on a obtenu la parité au sein du CSESS à une échéance qui reste à définir. Mais c'est sans doute un petit quelque chose pour commencer. Voilà les différents niveaux auxquels nous intervenons. Alors, on se réunit, nous, très régulièrement avec des petits ou des plus grands comités. On se réunit aussi un petit peu à la faveur des nouvelles technologies avec un groupe sur un réseau social qui s'appelle Social Planet, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et puis on organise de temps en temps des événements pour essayer plus largement d'associer des personnes qui s'intéressent à ces questions, femmes et hommes bien entendu, puisque c'est une transformation qu'on va faire ensemble. Et nous avons pu travailler sur des constats de la façon dont ça se passait aujourd'hui, et puis sur des pistes de travail. Il y a un champ de travail notamment qui nous tient à cœur, c'est celui de l'accès des femmes aux responsabilités et de la façon d'exercer le pouvoir. Il nous semble que d'une part c'est important que nous soyons là, les femmes, dans les différentes instances de direction de gouvernance, mais aussi que nous y soyons à notre façon. C'est-à-dire sans adopter des normes d'exercice du pouvoir qui ne nous correspondent pas forcément, et du coup en inventant nos façons de faire, en proposant des nouvelles façons de faire. Voilà. Ah oui, pour qu'on nous dise plus les femmes on les cherchait, on les a pas trouvées, on a monté un projet qui a reçu une petite subvention de l'État, qui est un projet d'annuaire des expertes de l'ESS, donc de pouvoir recenser un certain nombre de femmes qui ont des compétences, qui ont un savoir, qui ont des choses à dire et qui sont mobilisables pour des tribunes comme celle d'aujourd'hui, pour des interventions, pour des papiers. Voilà, si vous en cherchez des femmes compétentes dans l'ESS, on vous confirme, il y en a plein. Donc cet outil est en cours de construction et nous invitons tous celles et ceux qui connaissent ou qui sont des experts de l'ESS à venir y figurer, parce qu'il y a un autre levier qui nous paraît important, c'est que souvent les femmes elles-mêmes sont parmi les freins à la place des femmes dans l'ESS. Elles s'empêchent d'y aller. On avait fait un petit sondage, à nouveau pas très scientifique parce que sur un échantillon modeste, mais un petit sondage pour savoir ce qui était à l'origine d'une prise de responsabilité comme présidente, comme directrice dans l'ESS par les femmes. Et bien plus souvent que les hommes, elles nous répondent « j'attends qu'on me sollicite ». Bah oui, mais des fois, on peut attendre longtemps, quoi.
Donc je crois qu'il y a vraiment aussi quelque chose à travailler pour que les femmes se sentent légitimes, pour qu'elles y aillent. Et je vous invite, mesdames, toutes dans la salle, à y aller. Et je vous invite, messieurs, à encourager vos consoeurs, vos collègues femmes à y aller parce qu'elles ont toute leur place. Mais quelquefois, besoin d'être un petit peu convaincus et encouragés pour y aller. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Moi, je vais. Vas-y, ouais. Entre Mathieu et toi, moi, il y a un truc que je pige pas quand même, c'est que faut laisser de la place aux jeunes, faut laisser de la place aux femmes. Ceux qui sont actuellement dans les mandats, là, faut bien qu'ils les lâchent pour ça. Donc ça devient compliqué. On va pas créer d'autres postes, on va pas faire que le mercredi coopératif avec les individuels, où on va créer 2 administrateurs. Comment on fait ? On les pousse. Voilà, il y a peut-être une alliance à faire entre le comité jeune et le collectif femmes ESS, mais globalement, il faut bien qu'il y en ait qui lâchent des mandats pour que vous puissiez les prendre, ou des postes, hein, bien entendu. T'as des pistes, t'as une réflexion, t'as quelque chose, t'as des éléments, t'as une recette magique, t'as quelque chose. Recette n'ayant rien de sexiste, excusez-moi, je précise. Surtout que je suis personnellement une très piètre cuisinière. Je te confirme. Pas de recette, mais enfin, moi, je lis partout depuis des années qu'on a un problème de renouvellement. Alors, il faut arrêter, quoi. On a un problème de renouvellement ou on n'a pas de problème de renouvellement ? Les assos disent que c'est leur première difficulté. Hein. L'étude de Deloitte, si je ne m'abuse, l'année dernière, sur les enjeux associatifs. Première difficulté, renouvellement des bénévoles dans les instances dirigeantes. Donc, c'est bien qu'il y a des places à prendre et à occuper. On a des problèmes de professionnalisation, on a des problèmes de talent, on a des problèmes de compétences. Pourquoi se priver de la moitié du pool ? Je parle pour les femmes. Hein. Après, je pense que jeunes... Des fois même, c'est après 40 ans. J'espère. Est-ce que tu peux revenir ? Moi, là encore, hein, en préparant la discussion, il y a quelque chose, j'ai noté texto, j'ai dit cessons l'autocensure. Est-ce que tu peux gratter un peu ça ? Parce que je trouve que c'est fort de dire les femmes s'autocensurent à ne pas prendre des responsabilités. Et dans le contexte actuel d'idées un peu particulières qu'ont fait les derniers week-ends de la place des femmes et tout ça, moi, ça me fait résonance un peu. C'est quelle place on laisse aux femmes et quelle est l'intériorisation en propre de la place qu'on leur laisse, quoi. Comment faire là-dessus, là ? Je sais pas si j'étais clair, si. T'es tout à fait clair. Moi, je crois à la force des réseaux, hein, pas les réseaux Old Boys Club où personne n'a le droit d'entrer, mais les réseaux en tant que collectif de soutien, d'encouragement pour y aller. C'est personnellement ce que je trouve dans le collectif Femmes de l'ESS, en précisant qu'une de nos vocations, un de nos modes d'intervention, c'est aussi d'essaimer. On ne veut pas devenir une fédération nationale avec des présidentes et des branches et des organigrammes, mais par contre, il y a un certain nombre d'entre nous qui sont en province et pas qu'en région parisienne. Donc voilà, je pense que ces groupes, ils peuvent avoir vocation à se monter, à se créer partout, qu'on peut les impulser, qu'on peut les encourager, qui peuvent être créés au niveau des structures aussi. Je ne sais pas si... Au Crédit Coop, il y a des réseaux de femmes, mais ça, c'est quand même des pratiques qui font la preuve de leur valeur pour encourager des femmes à y aller, pour les renforcer aussi, hein, qu'elles se sentent compétentes, solides pour y aller, pour aller postuler sur des conseils d'administration, postuler sur des postes de direction. Aux rencontres du Mont Blanc, où on s'est retrouvé un certain nombre de femmes et d'hommes à partager sur ces questions-là, la meilleure réponse, c'était une consoeur malienne qui me l'a donné. Elle m'a dit, nous, on a un problème de parité en politique, hein, dans notre pays. Donc, on l'a fait. Hein, on est parti, on est allé chercher les femmes, on les a formées, on les a encouragées, on les a suivies. Et puis, on avait, aux élections d'après, on avait 28% de femmes. Donc, peut-être on peut aussi, quoi. Hein, mais en la puissance des réseaux, la formation, l'encouragement. Si l'UNESCO veut nous soutenir, moi, je suis partante. Hein. Avant de donner la place à 2 mains féminines qui se lèvent, une troisième pas féminine, j'ai essayé de mettre toutes mes idées en même temps. On est dans l'année nationale de la mixité professionnelle. Après celle de l'égalité, sauf erreur, hein, on est dans la mixité professionnelle. Donc normalement, il devrait y avoir un terreau favorable à ce genre d'émergence. On est dans un système de renouvellement, on est dans un besoin de renouvellement qui est exprimé, mais qui ne trouve pas ses pistes. Qu'est-ce que tu penses ? Une dernière chose, soit dit en passant, il paraît que l'économie sociale est un milieu d'innovation.
Alors, en l'occurrence, je pense qu'on est plutôt en train de ramer dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu penserais d'une politique de discrimination positive ? Comme on a fait pour les entreprises cotées, où on a dit maintenant c'est parité, et sur un certain nombre de choses, comme les élections municipales, voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette question de la discrimination positive ? C'est un gros débat. Moi, je suis, à titre personnel, pas forcément convaincue par ces questions-là, et puis pas convaincue que l'innovation doit venir par la réglementation. Je veux dire, la réglementation française, depuis des années, interdit la discrimination entre les femmes et les hommes, au plan salarial, par exemple. Or, il y a toujours 27% d'écart et 17% si on le fait uniquement à poste comparable. Donc, il y a des limites à ce que la réglementation peut faire. Moi, je suis plus favorable à une prise de conscience, à y aller, quoi. Je veux dire mais que fait l'économie sociale ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un texte de loi pour enfin vivre nos valeurs ? Et est-ce que l'égalité entre toutes les personnes, y compris les femmes et les hommes, elle n'est pas au premier rang de nos valeurs ? Est-elle vraiment incompatible avec la liberté associative ? Je ne crois pas. Donc allons-y, quoi. Allons-y. Ça sera très court pour le coup. Cécile, juste une chose. Moi, à titre personnel aussi, j'ai toujours été contre le principe de discrimination positive, etc. Sauf que la loi sur la parité, dans les conseils d'administration, elle s'applique au crédit coopératif, puisque nous sommes une société émettrice de titres obligataires cotés, peu importe. Avant l'application de la loi sur la parité, proportion de femmes au conseil d'administration du crédit coopératif, on devait être moins de 20%, en tout cas, on devait être autour de 14%. Application de la loi sur parité, plus de 40%. Alors jusque-là, on disait, ah bah oui, mais on n'arrive pas à en trouver, etc. Bah voilà, depuis que c'est devenu obligatoire, magiquement, on en a trouvé. Au comité de direction générale de notre entreprise, pas de loi sur la parité, 0 femme au comité de direction générale. Donc on peut dire ce qu'on veut. Voilà, moi je constate le résultat. Le résultat, c'est que ça marche. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Quand on le fait pas, il se passe pas grand-chose. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que il faudrait pas que ça s'applique juste parce que chez vous il y a la loi Copé-Zimmermann qui pose des obligations de parité et à laquelle échappe un très très grand nombre des organisations de l'ESS du fait de leur statut juridique ou de leur taille. Donc voilà, ce que je voulais dire, en ne soutenant pas la discrimination positive, c'est n'attendons pas tout du législateur, comme je trouve qu'on le fait trop souvent dans notre pays. Et qu'est-ce qui nous empêche de mettre dans nos statuts associatifs, dans les statuts de nos coopératives ou de nos entreprises quand elles n'y sont pas obligées légalement, une obligation de parité avec effectivement, c'était ce qu'on avait proposé où on s'est fait splendidement retoquer, mais avec une invalidation des décisions d'un CA qui ne respecterait pas la parité qu'elle a décidé d'adopter, par exemple. Oui, il faut le bâton, on est bien d'accord. Alors ça, je suis pas dans l'angélisme pour dire qu'on va y arriver juste avec la carotte. Mais ce que je voulais dire, c'est on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un texte de loi qui arrivera pas forcément. Voilà. Moi, j'ai une question. C'est un témoignage suivi d'une petite question. Je travaille dans une direction de femmes, puisqu'on est un des rares collègues masculins que j'ai dans ma direction. On est 25, 3 hommes, le reste, c'est des femmes. Moi, le regard que j'ai aussi, c'est comment on fait évoluer les mentalités des femmes managers. J'ai jamais eu autant de difficultés qu'à entendre une femme aller voir ses collègues féminines en disant « Oh, j'espère que cette année, vous n'allez pas me faire de grossesse. » Ah non, pas cette année. Et c'est pas la première que j'entends, j'en ai déjà entendu d'autres, et parfois les femmes ont un regard presque plus dur sur les autres femmes que les hommes. Et comment votre collectif intervient dans le monde de l'entreprise, en particulier celle de l'économie sociale, qui, soit dit en passant, doivent être exemplaires là-dedans en termes de management, pour justement accompagner les services RH dans la formation de la mentalité des femmes managers, qui parfois aussi ont un regard très très dur sur les autres femmes autour d'elles. Oui, ça me parle malheureusement, et c'était ce que je disais en disant que nous on a envie d'inventer nos façons de faire, quoi. Pas reproduire, voire reproduire, parce qu'il y a aussi des hommes managers qui ne sont pas misogynes,
En tout cas, être en rupture par rapport à des façons de diriger, d'animer des équipes qui sont sexistes. Et malheureusement, effectivement, le sexisme est bien répandu dans les deux sexes. Alors, comment agir là-dessus? Déjà, en étant consciente nous-mêmes. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on y travaille, en étant dans la vigilance et dans l'échange et dans le soutien sur des façons d'agir et de réagir quand on est confronté à ce type de comportement-là. Déjà, de ne pas se taire, déjà de ne pas dire c'est OK, c'est normal. Bon, et oui, effectivement, si je suis une femme entre 30 et 40 ans, c'est normal qu'on me pose la question de non, c'est pas normal. Donc en la dénonçant, et puis aussi dans l'alliance avec les hommes. Je crois que nos collègues masculins, ils peuvent aussi questionner ces comportements-là avec nous. Autour de nous, il y a beaucoup d'hommes qui justement sont beaucoup plus engagés, ont aussi envie, parce qu'ils voient bien qu'ils ont à y gagner aussi, à ce qu'on arrête avec ces stéréotypes et ces modèles-là, et que ça sera profitable à tout le monde. Les travaux de l'ORS, qui n'est pas spécifié au champ, c'est l'Organisation pour la responsabilité sociétale des entreprises, je crois, qui n'intervient pas que dans l'ESS, mais dans tout type d'entreprise, sont très intéressants à cet égard pour montrer comment faire bouger les normes culturelles autour d'un management dur, de cette façon, d'un management souvent sexiste, qui soit tenu par des hommes ou par des femmes, et de les faire évoluer. Honneur aux hommes, s'il te plaît. Non, bon, c'est pas donner le mot avec Anne, mais moi j'allais aussi dans cette direction. J'ai ma petite anecdote aussi. J'ai plus de 40 ans. Je voudrais être présidente du CJDES. Je n'y arrive pas. Je pense que c'est fichu maintenant. J'ai déjà 2 enfants. Enfin bon, bref, vous me voyez venir. En fait, j'ai pas le temps de m'investir plus que je ne le fais déjà. Je le fais déjà pas mal. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien conscience que je suis dans des stéréotypes qui me freinent, mais il y a une culture ambiante. J'ai pourtant un mari formidable, mais effectivement, qui garde les enfants? À un moment donné, il faut peut-être aussi réfléchir à la manière de travailler. J'ai une idée du télétravail, mais enfin, c'est peut-être pas que ça. Donc, est-ce que le collectif a identifié des façons de travailler un peu innovantes pour permettre aux femmes, justement, d'être à la fois dans cette culture qui ne bouge pas tellement, parce qu'on ne va pas s'extraire du monde, ça ne bouge pas tellement. Voilà. Les femmes sont encore beaucoup à la maison, elles s'occupent encore beaucoup de la sphère familiale. Bon. Est-ce que vous avez identifié des outils, des outils innovants sur ce sujet ? Alors, dans les initiatives, je te renvoie à nouveau aux travaux de l'ORS, qui sont effectivement importants. Je peux dire que nous, ça nous questionne dans notre façon de militer ensemble. Est-ce qu'on fait toujours nos réunions le soir ou pas? Est-ce que nos conjoints sont toujours OK pour garder les enfants? Et pourquoi pas, et par exemple, on se réunit maintenant en alternance en soirée ou sur des heures de déjeuner, qui permet aussi que ça soit plus compatible avec, il n'y a pas que la vie familiale, ce qu'on a à faire professionnellement, ce qu'on a à faire de nos soirées, quoi. Je pense aussi, mais ça c'est un champ sur lequel je pense qu'on a encore du boulot et du chiant à faire, mais que militer, faire collectif à distance, faire collectif avec les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire mieux et qui nous donne aussi des éléments par rapport à nos vies qui sont bien pleines, parce que je crois qu'on a envie d'être dans la recherche de ces équilibres-là, de nos vies personnelles, de nos vies professionnelles, de nos vies citoyennes et militantes, et que c'est pas simple. Donc non, on n'a pas trouvé la recette, mais on cherche. Donc viens chercher avec nous si tu veux. Soit dit en passant, le CJDS ne serait pas si les femmes n'étaient pas aussi investies. Je pense en particulier 3. Donc merci à elles. Non, puis comme Olivier va bientôt devenir président du Crédit Coop, tu vas avoir la place. On peut le dire, oui, il est parti. Oui, je voulais juste apporter une précision sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des entreprises de l'ESS. En fait, là, il y a un projet de loi en cours de discussion pour la loi égalité femmes-hommes au Parlement. Il y a une disposition qui habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour les mutuelles.
Et donc, ce qui va se passer, c'est que les mutuelles les conseils d'administration devront avoir 40% minimum de personnes de chaque sexe à l'issue d'un renouvellement des instances, donc à l'issue d'un délai de 6 ans. Et il y aura une représentation minimale de 25%, a priori, pour les cas où il y a un public particulièrement masculin ou féminin, type mutuelle de militaires ou sapeurs-pompiers. Voilà. Mais 25% dans une mutuelle de militaires où il y a 12% de militaires de femmes. Donc c'est ça qui devrait advenir d'ici quelques années. C'est vrai, il y a aussi une petite lueur d'espoir de lier les questions d'attribution de marchés publics de subventions à des conditions, notamment l'agrément ESUS, entreprise sociale d'utilité sociale, c'est ça, pourrait être conditionné également au respect de l'égalité ou de la parité. Je ne sais pas le détail de la clause qui est proposée, ni si elle va rester, parce que des clauses, on en a proposé, et puis il y en a qui se sont fait crémer déjà un petit peu. Il y a trois demandes de questions, si vous vouliez faire court, et les réponses courtes, et après on arrête. Ou si vous voulez les trois questions, et puis ou témoignages et les réponses après. Non, l'une après les autres. C'est toi le chef ? Ah, il faut appuyer quelque part. Bon. Bonjour, moi je m'appelle Arnaud Lacan, je suis vice-président du CJDES et j'interviens en complément de ce que disait ma future présidente. En faisant un témoignage, alors puisqu'on on raconte un peu sa vie, je raconte un peu la mienne. Moi, je suis parent très court, non, la fin seulement. Je suis parent isolé 2 jours par semaine, c'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve en situation de femme quasiment. Mais non, je veux dire par là que il n'y a pas que les mamans qui sont concernées par qui garde les enfants, qui peut pas aller aux réunions. Donc la question que je pose, c'est est-ce que c'est pas l'organisation du travail qui crée le problème plus que une vision du partage des responsabilités selon qu'on est un homme ou une femme. Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas une culture, y compris dans une entreprise et peut-être plus qu'ailleurs, une culture du travail doloriste, travail humain, où il faut arriver très tôt, partir très tard et montrer qu'on souffre et qu'on travaille beaucoup, sinon on n'arrive à rien. Moi, je pense que nous devons réinventer des modes de travail qui permettent à tout le monde de s'investir selon son organisation personnelle. Je partage seulement en partie en fait ce que tu viens de dire. Oui, je pense qu'il y a des progrès à faire au niveau des organisations du travail, qu'il y a des progrès à faire pour faire bouger les cultures de les plus investis, c'est pas ceux qui restent jusqu'à 20 heures. C'est bon quoi. Mais il y a aussi des questions d'équilibre, enfin de partage, des tâches domestiques entre les femmes et les hommes où les statistiques font toujours frémir. Ça, je vous renvoie, il y a des chiffres pas propres à l'ESS, mais au niveau national, qui nous montrent que la France est un des pays où les femmes sont le taux de femmes salariées est le plus élevé, mais les temps consacrés aux tâches domestiques et les temps consacrés aux enfants sont toujours partagés d'une façon très inéquitable entre les hommes et les femmes. Donc je pense qu'il faut qu'on agisse à tous les niveaux en fait. Et aussi dans la façon dont on passe ces messages-là à nos enfants, filles et garçons. Oui, bonjour, Jean-Philippe Brun, un homme, une voix, acteur de l'ESS sur le Val d'Oise. Oui, pardon. Donc j'ai eu la chance d'assister avant-hier au séminaire que vous co-organisiez sous les ors de la République, au Sénat. Donc sur cette notion de parité, mais également sur l'une des 2 autres cordes que vous développez, qui est quand même de favoriser l'entrepreneuriat d'économie sociale au féminin. Et j'ai été assez surpris, donc ça c'est l'autre bout de la lorgnette, la parité c'est une chose, c'est très important, mais au niveau de l'entrepreneuriat social féminin, j'ai été assez intéressé par le discours sur les tensions qu'il y avait au niveau des représentations de l'entrepreneuriat au féminin par rapport notamment à sa mise en tension avec des mouvements qui se disent féministes et qui, à la limite, vont reprocher aux femmes de se lancer dans des activités qui sont genrées de manière un petit peu trop systématique. Et j'en veux pour preuve
les expériences qui ont été remontées à cette occasion, qui étaient toutes très très intéressantes d'un point de vue entrepreneuriat social ou entrepreneuriat d'économie sociale, mais qui pour l'une était dans le domaine de l'esthétique et de la coiffure, l'autre dans le domaine effectivement du nettoyage, et le magnifique buffet avait été servi effectivement par un collectif de femmes, exclusivement de femmes cuisinières. Donc de quelle manière prenez-vous en compte cette difficulté qu'il y a à concilier donc, cette notion de parité et cette responsabilité qu'il y a peut-être à faire évoluer les représentations genrées qui sont celles de l'entrepreneuriat, d'économie sociale au féminin? Alors, on va pas refaire ce colloque de lundi dernier au Sénat, qui était super passionnant sur la question de l'entrepreneuriat au féminin dans l'ESS. Et a priori, si c'est un sujet qui vous intéresse les unes et les autres, il va y avoir une publication de ces travaux-là. Je vous y renvoie. Je ne sais pas si vous avez pu être avec toute la journée, mais il y avait aussi une femme qui dirigeait une entreprise du bâtiment. Qui a pris la parole. Donc, elles sont pas juste dans l'esthétique et dans le nettoyage. Voilà. Alors, comment agir? Ça fait partie des choses qui ont été discutées dans cette journée. Au-delà de ce que vous rappeliez, qui sont le poids de stéréotypes culturels très forts sur les femmes, sur les entrepreneuses. Je ne sais pas si vous savez tous, moi je l'ai appris lundi, sur les chiffres sur la création d'entreprises. Les créatrices d'entreprises ne sont que 30% des personnes qui se lancent dans l'aventure. Donc là, il y a une perte en ligne qui est importante. Et les femmes créent souvent des entreprises qui sont plus petites, qui sont employeurs de moins de personnes. Et seuls, je crois, 2 ou 3% des chefs d'entreprise sont des femmes. On ne parle pas de l'ESS ici, mais de la France en général. Donc le poids culturel est important. Il y a quand même dans cette journée eu un certain nombre d'éléments sur 3 mesures importantes pour aider les femmes à entreprendre dans l'ESS. Des mesures qui sont sur le registre des financements, avec des éléments de prêt et de garantie qui permettent aux femmes de créer dans l'ESS. Des mesures d'accompagnement, qui sont très nombreuses. L'accompagnement à la création d'entreprises sociales fait florès en ce moment, mais pas forcément tourné sur les difficultés particulières des femmes. Et on a vu justement des initiatives qui se développaient dans ce domaine. Et à nouveau sur la mise en réseau. Donc je crois que la mise en réseau, c'est quand même un mot-clé à beaucoup d'égards pour renforcer la place des femmes. Oui, je vais essayer d'être rapide. C'est intéressant la succession de vos 2 interventions parce qu'on voit qu'il y a une problématique unique en fait du pouvoir des jeunes ou des femmes au sein de l'économie sociale et le fait qu'on a des structures qui ont quand même des réticences à partager le pouvoir, enfin des gens en place, disons, qui ont beaucoup de réticences à... Alors ils ont une légitimité historique, ils ont leur réseau, ils ont leurs habitudes, ils ont leur bonne conscience, mais on est quand même quelque chose qui ressemble beaucoup d'un point de vue sociologie politique à l'ensemble de la société française, où le pouvoir politique est aussi bien peu partagé vis-à-vis des femmes que des jeunes d'ailleurs. Il y a un autre aspect et qui pose, et moi je trouve très intéressant dans votre démarche, le fait que la légitimité démocratique de l'économie sociale est radicalement mise en cause par cette question des genres. Et puisque quelle est la légitimité de l'économie sociale, c'est d'être démocratique par rapport à l'économie capitaliste. Or, on s'aperçoit qu'elle ne l'est pas, effectivement, si on pose la question des genres, comme des jeunes d'ailleurs. Alors, donc il y a un vieillissement des structures qui est complètement dépassé par l'évolution de la société. Et alors on le voit bien sur un autre aspect, vous avez évoqué aussi d'ailleurs le rôle des réseaux sociaux, on a des nouvelles formes de coopération qui se passent, qui s'inventent au niveau mondial au travers des réseaux sociaux, au travers des développeurs de logiciels libres, etc. C'est un phénomène énorme, qui échappe complètement aujourd'hui aux structures de l'économie sociale. Donc on a, il me semble, et la loi sur l'économie sociale est extrêmement réactionnaire de ce point de vue. Donc on a une espèce de confortation des habitudes. On n'a rien de ce qui est nouveau. Et donc, je voulais vous faire réagir un peu là-dessus, sur l'aspect politique des frontières de l'économie sociale, des structures de l'économie sociale telles qu'elles sont héritées du passé. Alors, vous avez parlé aussi de l'aspect transversal, horizontal, qui me paraît absolument fondamental. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut
péter les structures juridiques passées de l'économie sociale et la recomposer sur des bases démocratiques, intersectorielles, territoriales, etc. Je pense qu'il y a une vraie question de fond et que notre gouvernement n'a pas eu le courage politique d'aborder comme bien d'autres questions. Mais que nos notables de l'économie sociale sont aussi très mal placés pour remettre en cause. Alors, faire péter les structures volontiers. Hein. Et c'est aussi, à nouveau, la notion de réseau, c'est pas de la superstructure, quoi. Hein. Ça couvre et ça traverse. Et ça sort un petit peu de la logique structurelle et ça c'est important. Sur les réseaux sociaux, je vous renvoie, il y a une page Facebook des réseaux internationaux de femmes de l'ESS qui est super chouette. Qui a été créée par un groupe de femmes qui se sont rencontrées au RIPES, le réseau international pour l'économie sociale et solidaire, qui s'est réuni à Manille à l'automne dernier, rejointe par les femmes et les hommes qui ont échangé sur les questions d'égalité aux rencontres du Mont Blanc. C'est une belle page, il y a plein de choses. Allez-y, et ça c'est bien la preuve que voilà, on peut aussi échanger avec la consoeur malienne dont je parlais tout à l'heure, les Québécoises, les Indiennes, etc. Juste avant de donner la parole à Mathieu, parce que je réagis à ce que tu viens de dire, Cécile, ce qui est dommageable, et je pense que ça rejoint en partie une réflexion de monsieur, moi j'ai pas les moyens d'aller aux rencontres du RIPES à Manille, je peux pas aller aux rencontres du Mont Blanc, je fais comment? Voilà. Non, je connais pas les réseaux sociaux. Je sais que tu as des problèmes techniques, mais tu peux aller sur Facebook, non, Guillaume. Non, je connais pas, je refuse d'y aller. Mathieu? Oui, je voulais juste dire aussi que la démocratie dans l'économie sociale et solidaire peut être un outil. Moi, je parle de la MNT. Lorsqu'on a des candidates ou des candidats jeunes, ils sont élus. Donc ça veut dire que voilà, il y a quand même un outil dans nos structures qui est la démocratie. Merci, c'était effectivement très judicieux. Merci Cécile qui a eu